Bienvenue à cette soirée télévisuelle spéciale consacrée aux élections couplées 2026 au Bénin à travers ses enjeux et perspectives. Bienvenue à ce plateau spécial donc dédié à la soirée électorale en cette fin de journée d'élections couplées législatives communales. Les Béninois s'apprêtent à vivre un moment très crucial, un tournant crucial de leur histoire démocratique avec ces élections couplées législatives et municipales de 2026 dans un contexte de réforme politique importante. Ces élections sont une opportunité pour les citoyens de choisir leurs représentants et surtout de façonner l'avenir de leur pays. Quels sont les enjeux? Vous le savez, ces enjeux, ils tournent pour l'essentiel autour du renouvellement du Parlement national, des conseils municipaux. Ces enjeux tournent autour de la stabilité aussi, la stabilité politique et la gouvernance locale. Ils tournent ces enjeux autour du développement économique et social du pays, mais aussi autour de la représentativité et de la participation citoyenne. Merci donc de suivre ce plateau dédié à la soirée électorale pour une analyse approfondie de ces enjeux et des perspectives qui s'annoncent au bout de ces élections. Ce plateau spécial va se dérouler en plusieurs panels où vont s'alterner les différents partis en lice pour ces élections couplées, avec des experts à leur côté, des experts de la gouvernance et des élections. Pour le moment, je vais interroger mes invités du deuxième panel qui nous ont rejoints. J'avais à vous présenter ici les démocrates, aux côtés du bloc républicain. Hélas, les démocrates n'ont pas pu faire le déplacement. Partie remise, on espère qu'ils reviendront pour les débats qui vont suivre les votes de cette journée. Aux côtés justement de M. Clotaire Olihide qui représente le bloc républicain sur ce plateau. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de nous avoir invités. Expert électoral dans une autre vie qui officie maintenant aux côtés du bloc républicain. À vos côtés, M. Gilles Badé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner, sinon bonjour, éventuellement c'est pour quelques minutes. Merci de nous accompagner dans cet exercice de décryptage de cette journée de vote. Vous êtes expert des questions constitutionnelles, mais également du contentieux électoral. Il y a des questions que j'ai à vous poser par rapport à un certain nombre d'accords, d'actes politiques qui ont été officiés à la veille de cette élection, qui vont avoir un sens, une portée et qui portent des enjeux sur la suite de cette élection. Mais d'abord, c'est vrai, on a généralement capté une atmosphère de satisfaction globale. Est-ce que c'est votre cas, M. Clotaire Olihide? Merci, M. Sounouvou, et je profite pour saluer tous les téléspectateurs de Bénin TV en ce moment. Oui, effectivement, j'ai constaté comme la plupart de ceux qui sont passés ici que le vote s'est déroulé dans le calme et également dans un esprit bon enfant, puisque j'ai passé toute la journée sur le terrain. Je suis revenu pour pouvoir participer à cette émission. Et partout où on est passé, on a constaté que nos compatriotes sont sortis pour voter. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu... pas de rang parsemé Non, non. On a, des fils tendus, des lecteurs? Bon, le matin, il y a eu quand même des fils par endroits, un peu de flottement. Et puis par la suite, les choses se sont normalisées. Et puis les citoyens sont sortis pour voter. Parfois, il y avait des fils, mais progressivement, ça ne durait pas. Ça ne durait pas. Les Béninois se sont adaptés à cette première expérience de ce vote couplé, au-delà de nos espérances. Et nous devons saluer cet esprit, cette culture qui progressivement est en train de s'installer au sein de nos populations. Monsieur Gilles Badé, le pays a connu juste avant cette élection, littéralement un mois avant, une sorte de bégaiement de son processus démocratique. On a craint beaucoup de frayeur des citoyens à sortir à la faveur de cette élection. Est-ce que vous avez vécu, sinon, à défaut d'une fête électorale, en tout cas une sérénité de l'acte électoral? Oui, tout à fait, une sérénité. Et c'est heureux que l'on constate qu'il y ait eu cette sérénité-là. La sérénité est d'autant plus remarquable que lorsqu'il y a eu des retards, les gens ont montré qu'ils sont habitués, qu'ils savent très bien qu'il
il est impossible qu'il n'y ait pas de vote dans leur bureau, qu'il s'agisse juste d'un problème de réglage, de démarrage. Et ils ont été patients, ils ont attendu que ça arrive. Et à l'heure où nous parlons, il y en a encore qui sont en train de voter parce qu'il y a eu des bureaux, ça a démarré à 14 heures. Donc si on compte les 10 heures, 15 heures, ça va à minuit. Donc bon, vous avez des cas de 15 heures, donc ça ira même à 1 heure du matin. C'est ça. Donc les gens ont montré qu'ils sont habitués, qu'on est rentré dans une forme de routinisation du processus électoral et que la sérénité est de mise parce qu'on sait que ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas un complot, c'est juste des difficultés logistiques et les gens ayant déjà connu ça par le passé ont gardé leur sérénité. C'est tout à leur honneur parce que le législateur a prévu ces hypothèses-là et ce qu'il faut faire pour prendre en compte leur voix. Qu'est-ce que ça dit aussi, cette posture de l'électeur béninois qui garde son calme, qui accepte de subir quelques moments de retard, désagréments de retard devant les urnes? Est-ce que c'est révélateur? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la conscience électorale? Est-ce que vous avez l'impression que les électeurs sont tellement conscients des enjeux qu'ils se disent qu'il ne faut surtout pas boycotter les urnes et sur un mouvement d'humeur à ne pas accomplir son devoir citoyen? Clotaire Olidé. Oui, justement, c'est ce que je disais tantôt. Je pense que les Béninois sont en train de prendre l'habitude de voter. Ils ont pris l'habitude de voter. Mais au-delà de l'habitude mécanique... Et c'est une culture qui est en train de s'installer. C'est une culture qui est en train de s'installer. Et les Béninois sont conscients, justement, comme on l'avait dit, des enjeux des élections. Encore, surtout qu'on passe désormais à 7 ans. C'est ça. C'est-à-dire que le vote qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faudra attendre encore 7 ans pour remettre en jeu, pour remettre en cause les mandats que nous nous apprêtons à accorder. Or, en accordant le mandat à des élus, nous leur déléguons une partie de notre souveraineté. Alors, lorsqu'on prend conscience de l'importance de cet enjeu, je pense que perdre quelques minutes ou quelques heures pour faire l'essentiel a commencé par ne plus poser de problème aux Béninois. Ça peut se consentir. Surtout que, comme l'a dit M. Badé, tout le monde comprend que dans des organisations de cette envergure-là, il y a forcément des challenges logistiques qui peuvent nous amener à vivre ce que nous sommes en train de vivre là. Il y a quelques années, c'était plus criard, les retards, les problèmes d'organisation, mais de plus en plus, ça se corrige. Mais comme dans toute œuvre humaine, on ne peut rien avoir de parfait. Donc, les Béninois comprennent, ils s'adaptent. Et je pense que progressivement, nous sommes en train de réussir à installer dans le cœur des Béninois que le pouvoir se prend dans les urnes. Et s'il faut sacrifier un bout de temps pour le faire, il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est à notre honneur. Monsieur Badé, la qualité du vote est aussi tributaire de sa préparation, d'un certain nombre d'actes qui ont été posés non seulement par l'instance organisatrice des élections, mais également par les acteurs en compétition. Le code électoral a été reformé, restructuré, des seuils électoraux ont été fixés, qui ont obligé les partis en compétition à faire des accords. Le parti FCBE, dont le représentant Adou Kono était là, il y a un instant à la place de M. Adou Kono, son parti a dû faire des accords non seulement de gouvernance, mais de législature parlementaire avec les deux principaux partis de la majorité. Ça peut choquer d'aucuns. Je sollicite votre regard, la finesse de votre regard d'analyse politique sur... Est-ce que je vais parler de normalité, mais est-ce que cela s'entend? Bon, je pense qu'il faut savoir franchir chacune des étapes et chaque chose à son heure. Il y a une heure pour monter dans le train et puis il y a une autre heure pour regarder le paysage pendant que le train circule. Je pense que si vous n'avez pas, si vous ne rentrez pas, si vous ne participez pas à la législature, vous n'allez pas développer vos idées. Et donc, s'il y a moyen, en tant que tous citoyens d'un même pays, de trouver des accords pour pouvoir monter dans le train, je pense qu'il ne faut pas rater le train. Si le pourcentage, le seuil que l'on réclame est élevé aux yeux de ceux qui doivent participer, ou en tout cas est risqué, ils risquent de ne pas l'atteindre, et qu'ils pensent qu'il faut se mettre avec d'autres, surtout qu'il s'agit, qu'on le veuille ou non, même si c'est le même, même si on pense que c'est le même système qui va se poursuivre à travers une autre personne, il s'agit quand même d'une fin
de cycle d'une personnalité qui a dirigé le pays et une autre personne arrive. Même si c'est son frère jumeau, ils ne peuvent jamais être les mêmes. Il faut considérer que c'est un nouveau cycle qui démarre et que les positionnements peuvent varier. On n'a pas encore regardé le programme de celui qui arrive. On ne sait pas encore, je ne sais pas pourquoi on va garder forcément les anciennes positions. Nous avons connu dans ce pays des gens qui ont soutenu un candidat ou un président pendant 10 ans et qui lui ont dit à la veille de la fin des 10 ans, nous t'avons soutenu comme nous l'avons promis, maintenant nous allons vers un nouveau cycle, donc nous reprenons notre liberté et nous allons dans telle ou telle direction. Donc moi je regarde les choses, quand nous sommes à la fin d'un cycle de 10 ans et peut-être de 14 ans à l'avenir, c'est normal que la situation politique ressemble à ce qu'on avait appelé le sable mouvant. Les choses doivent bouger, on doit redessiner la carte politique. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'on puisse, disons, se repositionner en attendant qu'au démarrage, les uns et les autres puissent refaire les positionnements qu'il faut pour que le pays puisse être dirigé pendant les 7 prochaines années. Donc, je ne suis pas du tout surpris, compte tenu de l'exigence que la loi fait, que des gens oublient les positionnements politiques qui ont été les leurs pendant le cycle qui prend fin et qu'ils veuillent, au démarrage du nouveau cycle, se mettre ensemble au départ pour voir ce que ça donnera. Chemin faisant, ils auront la liberté de, par leurs propos, de nous préciser comment on doit les considérer sur la scène politique. Monsieur Clotaire Olivier, vous représentez le bloc républicain qui est allé en accord aussi, me semble-t-il, avec le parti FCBE. Et l'UPR également. Et l'UPR. Bien sûr. L'UPR, bien sûr, des accords parlementaires, justement pour surmonter les fameux seuils de 20%. Ça nous a fait l'ombre d'aucun malaise idéologique. Et ça dit que fondamentalement, en fait, les partis qui sont sur l'échiquier politique n'ont pas véritablement d'identité programmatique, n'ont pas une offre originale qui les distingue de leurs challengers. Non, monsieur Sounouvo, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En vérité, non. L'accord de législature dont il s'agit, ce n'est pas un renoncement à sa ligne idéologique, pas du tout. Mais c'est une entente pour que, après les élections, que les partis qui ont un accord de législature puissent collaborer dans la prise des lois. Même si au départ, ils ne s'entendaient pas? Non, puissent collaborer au Parlement. Oui. Vous savez, on est en train de finir un cycle, comme M. Barré vient de le dire, et le cycle prochain ne sera pas forcément identique à celui qui est en train de finir. Et si vous suivez bien la FCBE, ils ont dit qu'eux, ils sont en train de signer un accord pour l'avenir et non pas pour le mandat finissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la perspective de la prochaine législature, les FCBE ou la FCBE, ils se sentent plus proches de tel parti plutôt que de tel autre. La FCBE aurait pu décider d'aller en accord de législature avec les démocrates si ils se sentaient plus proches des démocrates dans leur idéologie, dans ce qu'ils ont comme vision pour le pays. Mais j'ai le sentiment qu'entre les deux, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les deux se réclament de l'opposition. Encore que l'une dit qu'elle est de l'opposition constructive. Mais les deux, à les suivre depuis quelque temps, on sent que ce n'est pas du tout la lune de miel. Alors, s'il n'y a pas un certain rapprochement, aujourd'hui, comment ça va se passer demain? Alors, aujourd'hui, la FCBE estime qu'avec la manière dont ça fonctionne au niveau du BR et de l'UPR, elle se sent plus proche de ces deux partis-là et qu'ils peuvent faire chemin ensemble à partir de la prochaine législature. À côté de ça, il y a l'aspect stratégique de la question qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que l'accord de législature, en vérité, vous permet de prétendre à la répartition des sièges également à l'Assemblée nationale. Si vous connaissez vos limites et que vous vous mettez en accord avec quelqu'un qui a peut-être les mêmes faiblesses que vous risquez ensemble de vous entraîner dans le trou. Or, ils veulent exister, tout le monde veut exister, tout le monde veut participer au partage des sièges. Je vous donne un exemple très simple. Supposez que la FCBE ait décidé d'aller en accord de législature avec, ce n'est pas pour les minimiser, avec Moël Bénin, d'accord? Et que les deux arrivent à avoir 10% au plan national tel que prévu par la loi.
mais qu'en rentrant dans les circonscriptions électorales, en mettant leur pourcentage dans une circonscription ensemble, ils n'atteignent pas les 20%. Ils auront fait un accord qui ne les aurait pas vraiment avancés. Alors qu'avec un parti comme l'UPR, avec un parti comme le BR, la possibilité d'atteindre ce seuil-là est plus élevée. Donc, il faut voir dans le choix de la FCBE, par exemple, cette double approche stratégique et aussi programmatique. Parce que c'est vrai, chaque parti a son programme. Nous avons notre document de législature, par exemple 2026-2033, au niveau du BR, qui est connu, que nous avons publié et que, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. En tout cas, nous, militants du BR, nous l'avons lu, nous l'avons parcouru, nous avons même utilisé cela pour faire la campagne médiatique, comme vous l'avez vu ici. Donc, c'est clair chez nous. La FCBE a certainement également sa ligne programmatique. Et en nous voyant faire au cours de la législature finissante, en tout cas pour ce que moi j'ai observé au niveau de la FCBE également, je ne pense pas que les vues soient fondamentalement divergentes. C'est vrai que la FCBE se réclame de positions constructives, mais en dehors de quelques divergences que nous avons connues, surtout sur les questions justement de seuil, pour lesquelles nous n'étions pas tout à fait d'accord, donc je dirais quelques questions politiques, électorales, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de divergences majeures qui empêchent que ces accords-là puissent se conclure. On va revenir sur les stratégies de campagne, justement, parce qu'il paraît que sur le terrain, selon les échos qui nous sont parvenus de la part de nos reporters, il y a quand même eu compétition, voire parfois féroce, pour occuper le territoire électoral. En parlant de territoire électoral, on va monter vers Parakou pour retrouver notre correspondant Michel Sotiré-Dakou et Thierry Atoron également, qui nous font le constat au niveau du 3e arrondissement des opérations de vote et sans doute de dépouillement, de convoyage surtout des urnes vers les arrondissements qui ont commencé. Michel Dakou, Thierry Atoron, merci de partager avec nous vos constats de terrain. Des différentes formations politiques l'ont fait preuve de vigilance jusqu'à destination. Après une journée de vote plutôt calme, la nuit s'annonce bien longue par ici. Si dans la 8e circonscription électorale, l'affluence laisse à désirer par endroits, on peut tout de même se réjouir d'un vote sans violence. Et les regards sont à présent tournés vers les instances habilitées à annoncer les grandes tendances. Voilà, le constat, il est globalement rassurant sur toute l'étendue du territoire national, sauf quelques poches de désagréments. Revenons sur les stratégies de campagne. Je veux d'abord, avant de revenir à vous, Monsieur Olidé, demander à Monsieur Badé pour le regard citoyen, simplement des citoyens, quel écho les messages médiatiques, il y a eu une campagne de terrain, de proximité, meeting, mais aussi des messages enregistrés sur les médias avec un encadrement de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication pour essayer de convaincre les électeurs, partager la vision, les offres de législature. Quel écho, quel ressenti? Est-ce que c'est des messages que vous écoutez? Quel écho ces messages ont sur le citoyen que vous êtes? Agréablement surpris par le fait que les messages étaient, disons, réalisés par thématique. C'était vraiment important que thématique par thématique, secteur social, secteur de la justice, des droits de l'homme, secteur des médias, etc., que chaque parti politique ait la possibilité, dans les mêmes conditions, le même nombre de pages, le même nombre de minutes, de nous dire quel était leur programme. Je regardais vraiment de manière très sérieuse ces messages-là parce que ça nous habitue à réfléchir programme plutôt qu'individu. J'ai aussi d'ailleurs été marqué par le fait que plusieurs partis politiques ont préféré, en tout cas dans la ville, mettre uniquement leur logo et pas les photos forcément des candidats pour nous habituer, mettre en avant le parti. Donc, mettre en avant les idées, mettre en avant les partis. C'est de cette manière que nous allons apprendre à mieux
nous appesantir sur les programmes plutôt que sur les individus. Et moi, je crois que les messages, je les ai vécus comme ça, que ce soit dans la presse écrite ou au niveau de l'audiovisuel. Après, je vais vous passer un test pour savoir les messages que vous avez le plus retenus, si les messages ne se ressemblaient pas d'un parti à l'autre, parce que le chef d'État a dit, finalement, les partis... ils ont les mêmes programmes. Finalement, on verra bien. On verra, mais on a Michel Dakou en ligne. Michel, vous partagez avec nous d'autres constats de terrain. Michel Dakou. Oui, bonsoir Odias, bonsoir le plateau. Bonsoir Michel. Nous sommes tout de suite. Bonsoir Odias, bonsoir le plateau. Et nous sommes donc ici à Parakou, donc dans la 8e circonscription électorale. Il y a pas mal d'échos parasites autour de vous. Il paraît que nous avons sillonné toute la journée. Et pour le compte des législatives, nous avons 6 sièges à pouvoir par ici. Il faut signaler que si certains centres de vote ont ouvert à temps, nous avons vu des cas de retard allant de 30 à 1 heure de temps, de 30 minutes à 1 heure de temps de retard sur plusieurs sites. Des difficultés pour retrouver le nom de certains votants par endroit, mais très tôt, tout est rentré dans l'ordre. Le constat général dans notre zone ici, c'est que l'affluence n'était pas toujours au rendez-vous. Certaines autorités locales rencontrées tentent d'expliquer la situation par le fait que c'est dimanche et que plusieurs étaient au culte. Alors, des arguments qui n'ont pas toujours convaincu, parce que jusqu'à 15h, voire 16h, le constat était toujours là. Mais dans tous les cas de figure, on peut déjà se frotter les mains d'avoir assisté à un scrutin calme, apaisé, jusqu'à la fermeture des différents centres de vote. Actuellement, la plupart des urnes sont déjà convoyées vers les arrondissements, et ceci sous escorte des mandataires des différentes formations politiques. Et déjà, les regards sont tournés à présent vers les institutions habilitées à donner les premières tendances. Voilà donc aux l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette journée dans la 8e circonscription électorale. Merci beaucoup Michel Dakou, merci. On a surtout observé que les opérations de dépouillement sont terminées. C'est heureux hein, pour des retards d'1 heure ou 30 minutes. Ils sont beaucoup, j'allais dire un peu gâtés par rapport à ceux qui ont dû attendre un peu plus, voire 5 heures avant de démarrer, mais qui ont tenu bon. Merci Michel, merci pour ce point. Je reviens sur ce plateau à vous pour mon test justement de ce qui vous aura marqué. Est-ce que vous n'avez pas remarqué une similitude des croisements, des chevauchements, de messages, de programmes d'un parti à l'autre? Oui, il faut dire la vérité. C'est le début, ça ne m'a pas choqué haute mesure. Surtout concernant l'UPR, le BR, les programmes, c'était toujours, enfin, la plupart de ce que j'ai suivi, c'était nous avons contribué à atteindre les objectifs, et nous voulons continuer, nous voulons que ça continue. J'ai suivi particulièrement un échange sur les réformes au niveau du Parlement, où il y avait un débat et où, bon, BR et UPR disaient presque la même chose, c'est-à-dire qu'ils voulaient assumer le bilan de ce qui a été fait et le démocrate essayait de montrer les faiblesses ou ce qui manque. Bon, pour moi, c'est le début. Ils ont fait des efforts pour montrer un peu les choses et les nuances qu'il y a. Ça sera mieux la prochaine fois, c'est ce que je peux dire. Défendez-vous, M. Boté-Olide. Moi, je voudrais déjà... C'est la stratégie du bilan. Je voudrais déjà remercier l'AHAC qui a eu cette idée de la campagne médiatique par thématique. Parce qu'en vérité, cela a été imposé aux partis. Ce ne sont pas les partis qui ont décidé de passer des messages par thématique. C'est l'AHAC qui a préconisé que désormais cela se fasse ainsi. Il faut apporter de la lisibilité, secteur par secteur, voilà, sur ce que chaque parti porte comme projet. Voilà. Et donc l'AHAC a défini les thématiques. Mais en vérité, quand l'AHAC a défini les thématiques, il s'est agi pour nous autres partis politiques de dire par rapport à cette thématique-là ce que nous envisageons de faire. Et c'est là que ce que j'ai dit tout à l'heure est intervenu. Nous avons un document de projet de législature dans lequel nous sommes allés puiser sur les thématiques identifiées par l'AHAC, ce que le BR prévoit de faire. Donc ça n'a pas été fait ex nihilo.
Ce n'est pas comme avant où on dit campagne médiatique, chacun vient, et il vient dire quelque chose pour qu'on ne perde pas le créneau que la HAC a donné. Et puis, il n'y avait aucune thématique précise. On pouvait même inventer sur place quelque chose pour combler le trou. Non, là, c'est qu'il fallait être très précis. Et si vous avez fait le constat, parfois, que des propositions se ressemblent, ce n'est pas très surprenant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le chef de l'État a dit quelque chose qui est vrai. Dans un pays où tout est à construire, les divergences ne sont pas très, très grandes. Est-ce que pour apporter de l'eau à nos populations, il y a 1000 idéologies pour ça? Est-ce que pour construire des hôpitaux, il y a 1000 idéologies? Donc, en vérité, fondamentalement, la finalité de ce que tout le monde propose, c'est de construire le pays, c'est d'apporter le minimum à nos populations. Et à partir de ce moment, à des nuances ou à de petites divergences près, vous ne soyez pas surpris de voir que les propositions se ressemblent. Surtout qu'au niveau du BR et de l'UPR, au Parlement, jusqu'à présent, de toute façon, tout se fait ensemble, tout se discute. Les lois qui sont votées à l'Assemblée jusqu'à présent se discutent entre ces deux partis-là. Et c'est lorsqu'il y a un consensus, un accord entre eux, que les lois sont passées au vote à l'Assemblée. Donc, dans le débat que vous avez suivi, où le représentant du BR et de l'UPR disait à peu près la même chose, il faut comprendre que c'était des questions relatives au fonctionnement du Parlement. Relatives au fonctionnement du Parlement et aux améliorations à apporter, justement. Et à partir de ce moment, ne soyez pas étonnés que la vision soit à peu près la même, surtout que ces deux partis-là travaillent déjà ensemble. Mais sur les thématiques qui ont été abordées, si vous suivez vraiment de très près, vous constaterez qu'il y a quand même de petites nuances. Les nuances sont à quel niveau? Stratégie, démarche, modalité de mise en œuvre des visions, des projets? Surtout au niveau des stratégies. Mais ne perdez pas de vue non plus que dans les propositions que chaque parti est venu défendre, surtout dans les messages qui sont passés, M. Badé l'a dit, nous assumons le mandat finissant, puisque ce sont des partis qui ont accompagné le chef de l'État. Donc ce ne serait pas responsable de notre part de ne pas assumer ce qui a été fait et que nous pensons améliorer à la prochaine mandature. Donc dans cette perspective d'amélioration, eh bien, il y a des approches qui peuvent... Je vais vous donner un exemple. Chez nous, par exemple, au niveau du BR, lorsqu'il a été question de la thématique gouvernance politique, sur cette question-là, nous avons fait une proposition précise, par exemple, sur le vote des Béninois de l'extérieur. C'est dans notre document de projet de législature. Si je vous le sors, vous allez le lire, c'est écrit dedans. Je ne suis pas sûr que cela transparaisse exactement ainsi dans le projet de l'UPR, que je n'ai pas lu. Mais même s'ils avaient en idée... Il y a un parti pour lequel c'est un véritable cheval de bataille, il s'appelle Moël Bénin, vous l'avez peut-être... je ne l'ai pas lu non plus. Mais donc, nous avons pensé à cela, nous avons fait des propositions concrètes sur qu'est-ce que nous pensons de façon concrète faire à ce niveau-là. Comment découper les zones géographiques, les circoncessions à l'extérieur, quel pourcentage il faut accorder aux Béninois. Ce sont des questions sur lesquelles nous avons été de façon précise dans notre document. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des nuances, peut-être en termes de stratégie, en termes de démarche. Et puisque nous avons un accord de législature, probablement, lorsque les deux partis vont se retrouver à l'Assemblée, ce sont sur ces questions-là qu'il y aura des discussions pour qu'il y ait une entente qui amène vers le vote d'une loi qui va nous faire avancer. Vous avez défendu le bilan d'une action gouvernementale que vous avez soutenue, mais pour élaborer justement des projets d'avenir pour le pays, pour l'avenir du pays, quelle a été votre boussole, votre bréviaire? C'est quoi les documents de référence, les références? Voilà. Au niveau du BR, justement, la boussole, c'est Bénin 2060, un monde de splendeur, qui a été déjà validé et qui est désormais notre vision en 2060. Alors, entre aujourd'hui et 2060, il va donc falloir trouver les bons arrimages. Il faut trouver les bonnes lois qui permettent d'arrimer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce que nous envisageons pour le Bénin en 2060. Donc, notre boussole, justement,
c'est ce document de perspective Bénin 2060, un monde de splendeur, et puis avec une gouvernance basée sur l'éthique, sur la responsabilité et aussi sur la proximité avec les citoyens. Cela vous paraît pertinent comme démarche conceptuelle de programme, de projet à proposer justement aux citoyens et électeurs, quand on sait que par le passé, bon, chaque parti se levait et inventait un peu son programme, ses rêveries qui présentait voilà, aux citoyens? C'est tout à fait normal, ce n'est pas surprenant. Hein. C'est le ministre du Développement qui dirige le BR. Et c'est normal. Je pense que l'exercice qui a été fait de consulter tous les Béninois, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les régions, toutes les catégories d'âge, c'est un exercice qui, enfin, on ne risque pas de se tromper en se fondant sur ce document de perspective à l'horizon 2060. De quel Bénin rêvons-nous? Les populations ont répondu. Je pense que tous les partis politiques devraient s'inspirer fortement. C'est la question que j'allais vous poser. De cette adhésion, de ce repère des populations par rapport à ce que nous souhaitons que notre pays soit en 2060. Donc, pouvoir saucissonner, si on veut, tous les 7 ans, pouvoir dire, OK, les 7 prochaines années, voilà ce que nous pouvons faire pour alimenter les bons qu'on voudrait faire pour qu'en 2060, on soit au rendez-vous. Monsieur Clotaire-Olidé, j'avais indiqué que sur le terrain, même s'il y a une forme d'entente, de convivialité, voire de collégialité entre les partis de la majorité sur le terrain, notamment par rapport au communal, les enjeux de conquête du terrain ont été tels que vous vous êtes livré à des batailles d'empoigne. L'enjeu, c'est quoi pour vous en fait? D'avoir le maximum de conseillers municipaux, de maires, parce que derrière, il y a l'enjeu des parrainages. Oui, ne limitez même pas ça au communal, même les législatives, il n'y a pas de cadeau. Vous savez, l'accord que ce soit l'accord de législature ou l'accord de gouvernance communale, mais tout ça entrera en jeu après les élections. En vérité, aucun des partis ne perd son identité en allant aux élections. Chaque parti garde son identité et même à la fin, après la répartition des sièges, chaque parti conservera ses députés. Ce n'est pas parce que nous avons un accord de législature que les partis vont se fondre au Parlement, non. Les lancements de campagne en communion, en duo, en chœur. Oui, puisque nous avons un accord. Non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est pour montrer que nous sommes quand même ensemble. Mais sur le combat de gagner des élus, non, mais chacun y va pour en gagner le maximum. Vous savez, quand on va vouloir désigner le président de l'Assemblée nationale, on ne dira pas, venez, on est copain, bon, vous voulez, nous on vous donne, non. C'est celui qui aura le plus de députés qui va forcément prendre la tête du Parlement. Et puisque l'UPR vient de diriger le Parlement pendant 3 ans, pourquoi ce ne serait pas le tour du BR pour les 7 prochaines années? Donc, chaque parti se bat pour avoir le maximum d'élus. Et sur le terrain, évidemment, je dirais même que le principal adversaire du BR, c'est l'UPR. Parce que c'est les deux qui sont les mieux placés pour avoir le maximum d'élus. Donc, chaque parti doit avoir dans sa GBCL suffisamment d'élus pour que les rapports de force lui soient favorables plus tard. Ça, c'est une vue par, je vais dire, par procuration, enfin, vous savez, des résultats des votes, vous ne savez encore rien. Vous savez pas on n'a pas encore les résultats des votes, mais on sait à peu près quel est le poids de chaque parti à la date d'aujourd'hui. Les votes qui viennent là peuvent peut-être modifier les choses, mais je doute que cela passe fondamentalement du simple au double. Donc, à partir de ce moment-là, sachant quelles sont les forces en présence, nous savons qui sont nos principaux adversaires en termes de conquête d'élus. Mais lorsqu'on aura conquis les élus, oui, à ce moment-là, on va s'asseoir et mettre l'accord sur la table et voir comment on avance ensemble. Mais à l'heure actuelle, la bataille, c'est pour avoir des élus. Donc, si vous voyez sur le terrain l'UPR et le BR s'écharper joyeusement, ne soyez pas surpris. Mais c'est de bonne guerre, mais il n'y a aucune animosité. C'est le combat politique. On va parler à présent des réformes à l'aune desquelles, justement, on a opéré ce tournant électoral. Il y a une réforme qui a amené le Sénat, qui va être gardien de la trêve politique. Est-ce que ça va mettre sous cloche tous les partis qui iront à l'Assemblée? Comment est-ce que ça se dessine? Comment vous appréhendez justement ce moment de la mise en œuvre de la réforme du Sénat?
Non, pour ce qui me concerne, à ma compréhension, la trêve politique dont il s'agit n'est pas une absence de débat politique. Mais alors là, pas du tout. Mais on peut jamais demander à ce que, au sein d'un Parlement, qu'il n'y ait pas de débat politique. À quoi servirait alors ce Parlement-là? Mais sur le terrain, c'est peut-être tant mieux pour vous de ne pas vous voir suffisamment challengé, bousculé par l'opposition sur le terrain. Non, l'opposition est également sur le terrain. On n'empêche pas l'opposition d'aller aussi au combat politique. Malheureusement, sur la question des communales, l'opposition, en tout cas, les démocrates ne sont pas présents. Je parle de la trêve politique. C'est que dans l'hypothèse, enfin, oui. On ne connaît pas encore l'issue, on ne va pas préjuger de l'issue de ces élections. S'il arrivait que les deux principaux partis, avec les partis avec lesquels ils sont allés en alliance, Moël et FCBE, conquièrent l'essentiel des sièges à l'Assemblée, des voix discordantes vont sans doute encore s'élever pour considérer que là, on a encore un monolithisme politique. Oui. Et ça, ce n'est pas forcément flatteur pour vous. Mais on n'a pas besoin d'être flatté. Tant mieux s'il y a des voix discordantes sont atténuées. Monsieur Sounouveau, à la faveur de la trêve politique. On n'a pas besoin d'être flatté. En vérité, alors. Moi, j'ai suivi un peu le panel qui est passé avant, où quelqu'un disait qu'on s'auto-censure. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne censure personne. Certaines personnes s'auto-censurent. Le débat politique n'est pas interdit. Ça ne peut même pas être interdit. Ce qui est interdit, c'est la contestation de l'action publique. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas député. Comment vous l'entendez justement? Voilà. Ce que je comprends par là. Ce concept de contestation de l'action publique. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque des décisions publiques ont été prises conformément aux procédures, que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit des actes réglementaires, lorsque ces actes-là ont été pris et sont devenus exécutoires, il n'est pas question de revenir les remettre en cause. On peut critiquer, mais on ne peut pas dire, par exemple, ce décret-là, il ne faut pas le respecter. C'est comme si vous allez monter des populations pour dire qu'un acte réglementaire, de ne pas le respecter. Ça ce n'est pas constructif. Vous pouvez faire un débat avant la prise de l'acte. Vous pouvez critiquer même pour dire, sur tel ou tel autre aspect, on aurait voulu que telle ou telle chose se fasse plus que telle-là, que celle-là. Mais d'aller jusqu'à dire non, il ne faut pas exécuter, ça, il y a problème. L'autre chose, quand les gens disent le débat n'est plus permis, on ne nous permet pas de parler, non, vous pouvez parler, mais assumez la responsabilité de ce que vous dites. Il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Ce n'est pas possible. On s'est habitué pendant longtemps à cela dans le pays. Et c'est pour ça que lorsque ça doit changer, tout le monde devient frileux. On ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi sur tout le monde, comme s'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de limite. Ce n'est pas possible. Vous pouvez critiquer, vous pouvez insulter, si vous pensez que c'est bon. Mais lorsque les conséquences vont arriver, soyez prêts à les assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que moi je vais dire là, tout de suite, et qui va vous choquer, M. Bade peut dire la même chose avec d'autres mots et vous ne serez pas choqués. Donc, il s'agit juste pour chacun de savoir jusqu'où ne pas aller, à quel moment il faut s'arrêter pour ne pas se mettre au-dessus du pays, pour ne pas mettre le pays en danger. Donc, c'est comme ça que moi je comprends le principe de la trêve politique. Ce n'est pas une absence de débat politique de mon point de vue. Et moi, je ne sais même pas si quelqu'un peut m'empêcher de faire le débat politique, même en période de trêve. Dites-nous, M. Gilles Bade, comment voyez-vous justement ces dispositions de la trêve politique sur laquelle le Sénat aura un œil très, très vigilant? Est-ce que c'est propre à nourrir la vitalité démocratique? Alors, sur ce point, il faut déjà dire que contrôler la parole politique au Bénin n'est pas une nouveauté. Déjà, notre Constitution dit à l'article 36 qu'il faut que nous ayons les uns à l'égard des autres des comportements qui favorisent la paix, l'unité nationale et que nous n'ayons pas des propos qui mettent en danger la nation. La cohésion, c'est ça. Et la Cour constitutionnelle a déjà sanctionné à plusieurs reprises des propos d'acteurs politiques qui n'ont pas été des propos qui conduisent à la paix et à l'unité nationale. Il y a eu des propos que des pasteurs ont tenus sur les pratiques religieuses des religions endogènes qui ont déjà été condamnés par la Cour constitutionnelle.
Ensuite, il y a en matière pénale les propos offense au chef de l'État, diffamation, propos injurieux, etc., etc. Donc, le fait que le souci d'avoir des propos qui apaisent, qui amènent à l'unité nationale est un souci constant en droit. Donc, et c'est un souci qui a déjà fait l'objet d'évaluation par des acteurs externes regardant les acteurs politiques se prononcer et qui ont déjà évalué, qui ont déjà eu à sanctionner. Donc, on ne part pas de zéro en mettant en place une structure pour évaluer les acteurs politiques. Et il se fait que dans cette structure, comme la Cour constitutionnelle qui le faisait par le passé, nous avons des juristes et des acteurs politiques. C'est-à-dire non ceux qui ont l'expérience politique, qui savent comment on peut parler quand on est animé par des ambitions politiques, et ceux qui ont l'expérience de juger, d'apprécier un certain nombre de comportements. C'est eux qui sont au Sénat. Donc aujourd'hui, vous savez que notre Cour constitutionnelle a beaucoup fait l'effort de ne pas être traité d'organes politiques, mais on lui donnait des dossiers extrêmement politiques. Que l'on cherche à créer un organe un peu plus clairement politique, mais fait de sagesse et d'expérience pour faire le travail qu'on confiait à un juge, je pense que c'est une solution qu'il faut essayer pour voir ce que ça va donner, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est la première fois qu'on sait qu'il y a des propos qui ne sont pas constructifs, que c'est la première fois qu'on évalue des propos, que c'est la première fois qu'on sanctionne des propos qui ne vont pas dans le sens de l'unité nationale. Tous ces éléments existent, on a juste déplacé les organes qui s'en occupent. Voilà ce qui s'est passé. Je vais revenir à vous sur les pouvoirs qui ont été attribués au Sénat et que constitutionnellement des analystes considèrent qu'ils sont exorbitants, voire si c'est des pouvoirs qui usurpent ceux d'autres institutions de la République. On va y revenir, l'Assemblée, l'exécutif, y compris la Cour constitutionnelle. On va y revenir, mais priorité au terrain, on a les échos du terrain. C'est avec notre correspondant Aziz Alagbé, qui est dans la première circonscription électorale dans le département de la Liborie. Il a des constats à partager avec nous. Aziz Alagbé. C'est les aléas du direct. On a perdu momentanément. Voilà, on va pouvoir suivre le constat effectué par Aziz Alagbé et justement Michael Nouati. Voilà, on va l'avoir d'un moment à l'autre, mais je suis surtout à l'oreille depuis la régie. Alors je reviens à vous pour M. Gilles Badé, et après je vais faire réagir le politique désormais, le politique Oli Idé. Le Sénat aura le droit, le privilège de retoquer certaines lois prises par le Parlement. Il aura un droit d'injonction sur des actions, des décisions prises par le gouvernement. Est-ce qu'en cela, le Sénat n'arbore pas des pouvoirs excessifs, exorbitants? Il n'empiète pas justement sur les privilèges des autres institutions? Deux éléments de réaction par rapport à ça. Premièrement, le Sénat demeure un organe du Parlement. Nous avons désormais un Parlement qui a 2 chambres. Donc, lorsque le Sénat rétoque, le Sénat regarde à nouveau, le Sénat demande qu'on regarde, le Sénat arbitre, le Sénat ne fait que participer à la production de la loi. Mais la Cour constitutionnelle n'est pas supprimée. Production ou amélioration de la loi? Production, oui, l'amélioration de la loi, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de la loi, l'amélioration de la sagesse de la loi, si on veut. Et la Cour constitutionnelle demeure un organe qui contrôle la constitutionnalité de la loi. Sauf que, vu qu'il y a maintenant un autre organe qui participe à l'amélioration de la qualité de la loi avant qu'elle ne soit promulguée, la Cour constitutionnelle ne fera plus de contrôle a priori des lois ordinaires. Mais une fois les lois adoptées, même après le Sénat, même après que le Sénat ait porté son regard là-dessus, les citoyens ont 30 jours, une fois cette loi publiée, pour demander qu'un contrôle de constitutionnalité soit fait sur la loi. Ça veut dire que le Sénat ne peut pas non plus imposer n'importe quoi. Notre Constitution a des valeurs et des principes, les valeurs de compétence, de probité, les valeurs de dignité, d'égalité, etc. Ces valeurs-là
ont toujours un gardien qui s'appelle la Cour constitutionnelle. Et donc, les citoyens peuvent toujours saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de 30 jours pour que la Cour constitutionnelle puisse rendre sa décision. Deuxième élément de limite, même s'il s'agit d'être l'organe de discipline des acteurs politiques, on a pris le soin de ne pas donner le pouvoir au Sénat de rétoquer les propos du président de la République ou du président de l'Assemblée nationale ou du président du Conseil économique et social. Ces autorités-là ne font pas partie des autorités qui peuvent être des acteurs politiques qui sont sous surveillance du Sénat. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui a été fait entre la volonté d'avoir un autre niveau de regard sur la loi, mais le fait de ne pas donner le dernier mot absolu au Sénat et de préserver aussi la marge d'action du président de la République qui est un élu et qui doit pouvoir agir dans le sens qu'il souhaite. C'est d'ailleurs lui qui bénéficie de l'appui du Sénat, puisque quand lui demande une deuxième lecture et que on ne veut pas le lui accorder, il soumet à l'arbitrage du Sénat et la décision du Sénat devient la décision définitive. Et malgré tout cela, les trois acteurs que sont président de la République, Assemblée nationale et Sénat, lorsqu'ils ont fini de travailler, on doit s'assurer avec le contrôle de constitutionnalité que le peuple qui a le dernier mot, le peuple souverain, sa volonté exprimée dans la Constitution a été respectée par ces différents acteurs politiques que sont le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce travail de vérification de la conformité de ce qui a été décidé par rapport à ce qui sera définitif, ce travail est fait par la Cour constitutionnelle qui n'a pas disparu et qui a, on va dire, l'avant-dernier mot avant le peuple. Est-ce que ce levier de rescousse du Sénat à l'action du gouvernement qui demanderait par exemple une deuxième lecture de certaines lois n'est pas superflu quand on sait que le président de la République, il a un levier qu'on appelle l'ordonnance. Et donc, oui, il a la possibilité de faire passer des lois s'il sent qu'il a des blocages à l'Assemblée. Vous savez, l'ordonnance est une voie qu'un acteur politique peut ne pas aimer. Nous avons vu un président qui vient de faire 10 ans qui n'a jamais pris une seule ordonnance. Et la procédure de l'ordonnance est une procédure quelque peu solitaire, même si le président doit le faire en conseil des ministres, il doit demander l'avis du président de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale et désormais du président du Sénat avant de prendre l'ordonnance. Il le communique à la nation et l'Assemblée nationale se réunit aussitôt pour arrêter. Tout ça, c'est pas assez de monde autour du président qui peut prendre. Vous avez vu, les ordonnances avaient été pensées pour des situations vraiment exceptionnelles. Mais on a utilisé les ordonnances pour faire à peu près tout. On a pris des ordonnances pour ratifier des traités internationaux, on a pris des ordonnances pour mettre en exécution le budget, on a pris des ordonnances pour mettre en œuvre un code des marchés publics, on a pris des ordonnances pour faire à peu près tout. Or, aujourd'hui, un regard pluriel de 25 personnes expérimentées, anciens présidents, mais on ne peut pas avoir mieux dans un pays, ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de juridiction constitutionnelle et des autorités ayant une certaine expérience qui viennent s'ajouter, anciens expérimentés en matière de sécurité et de défense. Lorsqu'on met tout ce monde-là ensemble pour regarder, je pense qu'il y aura une qualité meilleure de production législative que de laisser le président prendre des ordonnances. Et l'ordonnance est toujours le signe d'un malaise. Quel que soit, c'est vrai, on parle de dictature constitutionnelle, mais si on peut s'en passer, c'est un peu comme si dans les puissances nucléaires, au niveau des puissances nucléaires, on leur demandait de dire, mais vous pouvez régler vos problèmes avec le bouton nucléaire. Non, on a le bouton nucléaire, mais si on peut s'en passer et utiliser des moyens plus doux, plus souples pour atteindre les résultats, c'est tant mieux pour la respiration démocratique. Je pense que c'est tant mieux, oui. Merci beaucoup pour ces éclairages, ces explications.